En fait, je fais tout ce qu'on m'avait dit de pas faire, c'est-à-dire qu'on m'avait dit plutôt de faire du droit des affaires, de se spécialiser au maximum. Je pense que j'ai fait pas mal de métiers. J'ai été ostréicultrice, j'ai été vendeuse de vêtements, j'ai été serveuse, j'ai été banquière, j'ai été sur les marchés. Carrément. Pourquoi tu n'es pas allée vers le droit des affaires? Et je me suis dit, en fait, je suis pas faite pour cette vie. J'adore l'exercice au quotidien que je fais aujourd'hui. Je suis vraiment ce qu'on appelle un avocat généraliste. Tu es une personne chaleureuse. C'est vraiment ce lien donc qui fait que le domaine de la famille, tu t'es vite retrouvé là-dedans. J'ai mon père qui me disait, mais toi, tu as un don, tu as une faculté. Les gens se confient à toi parce que tu les écoutes et ils te racontent des choses. Ma première plaidoirie, je représente la famille et une petite fille victime de viol et agression sexuelle pendant la sieste dans un centre. Et j'ai aperçu ma mère qui m'avait fait la surprise et qui était venue me voir ma première plaidoirie. Et j'ai trouvé ça mais trop mignon. Je remarque en tout cas que tes collaboratrices, ce sont des collaboratrices. Est-ce à dire donc tu es féministe? On peut te classer Non, pas du tout. Comment tu réussis en tant que personne à écarter de toi l'émotion? Non, moi je trouve qu'il faut mettre de l'émotion dans notre exercice et dans notre façon de travailler et dans la plaidoirie. En revanche, il ne faut pas nous-mêmes se laisser envahir par l'émotion qu'on peut ressentir sur un dossier. Le métier d'avocat est un des plus beaux métiers du monde, mais il faut le faire effectivement si on a envie d'aider les gens et on a conscience aussi des contraintes inhérentes à ce métier. Dans le tumulte de nos sociétés modernes où le droit se fait rempart et refuge, l'avocat est ce veilleur silencieux qui, dans l'ombre des prétoires et de la lumière des cabinets, façonne les équilibres invisibles entre le pouvoir et la justice, entre l'arbitraire et la liberté. Au carrefour des intérêts et des convictions, il ou elle prête sa voix à ceux que l'on n'entend pas, éclaire de son regard les tests que l'on croit figés et engage son énergie, son savoir, son éthique pour rappeler que derrière chaque dossier, il y a une vie, un risque, un espoir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une avocate demeurant au cœur de ses engagements, spécialiste du droit de la famille, figure active du barreau de Bordeaux. Avec elle, nous explorerons les vertus essentielles qui donnent à sa robe non pas seulement sa prestance, mais sa raison d'être, l'exigence, l'humanité et la responsabilité. Bon, je dirais cette conviction profonde que défendre, c'est avant tout préserver ce qui nous relie. Maître Marie Tasté. Bonjour Elias. Bonjour Marie. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez cette production, n'hésitez pas à vous abonner parce que ici nous recevons des professionnels des métiers de droit pour vous parler de leur carrière, des valeurs qu'ils incarnent dans leur profession et le sens qu'ils donnent à leurs engagements. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Abonnez-vous. Je te fais un peu de pub. Merci Marie. Alors, Marie, je rappelle que tu as prêté serment en 2008. Tout à fait, le 11 décembre 2008. 11 décembre 2008. Et en 2015, donc, tu as été la présidente des jeunes avocats du barreau de Bordeaux. Ouais. La même année, donc, tu es rentrée au Conseil de l'Ordre des avocats. Effectivement. Tu interviens en droit, ou je dirais experte en droit de la famille, en droit du contrat, donc civil. Oui, et commerciaux. Et commerciaux, ok. Ouais. Aujourd'hui, particulièrement, tu es la bâtonnière élue du barreau de Bordeaux. La vice-bâtonnière élue. La vice-bâtonnière élue. Intéressant. Et entre autres, lors de la préparation donc de cette production, j'ai remarqué que tu as 423 décisions référencées sur la plateforme Doctrine. Ok, très bien, je ne savais pas. Donc ça veut dire que ça bosse, ça travaille énormément chez toi. Je te confirme. Alors là, j'ai fait une petite présentation sommaire de ce que j'ai pu trouver sur les réseaux sociaux. Mais Marie, si tu dois te présenter, qu'est-ce que tu nous dirais? Excepté ou mis à part justement ta carrière et le professionnel. Écoute, en fait, je fais tout ce qu'on m'avait dit de ne pas faire. C'est-à-dire qu'on m'avait dit plutôt de faire du droit des affaires, de se spécialiser au maximum. Et en réalité, alors que j'ai fait plutôt un cursus fiscalité des entreprises, donc droit des affaires, avec des stages à Paris, dans des gros cabinets, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça qui m'excitait le matin et qui m'épanouissait. Et ce qui m'épanouissait vraiment, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et j'adore l'exercice au quotidien que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment plein de droits différents finalement. Je suis vraiment ce qu'on appelle un avocat généraliste. Ok. Je vais être plutôt sur recommandation en ce qui concerne le droit patrimonial de la famille,
donc avec beaucoup d'amiable dans mon approche du droit de la famille, parce que j'imagine que quand on fait un divorce, c'est toujours éprouvant en fait pour les gens qui viennent divorcer. Il y a des enfants souvent derrière, il y a des entreprises aussi derrière à gérer. Il n'y a pas que les conséquences affectives et que quelque part la mort d'un couple, il y a plein d'autres choses qui gravitent autour. Et donc moi, j'essaye de régler toutes ces conséquences de manière à préserver cet équilibre. Donc c'est beaucoup de négociations, pas finalement beaucoup de plaidoirie parce que je ne vais pas beaucoup au tribunal pour plaider mes dossiers. Je fais beaucoup de conseils, de négociations et des divorces finalement par consentement mutuel grâce à la réforme qui est intervenue en 2017 et qui permet des divorces par acte d'avocat. Donc on va dire que j'ai 40% de mon activité, c'est ça. Ce qui prend pas mal de temps parce que j'ai beaucoup les gens au téléphone, je fais beaucoup de réunions. Et ensuite, le reste, ça va être autant du droit des contrats civils ou commerciaux, du droit immobilier, du recouvrement, de la responsabilité, des cessions de fonds aussi. Ok. Souvent dans le milieu de la restauration, Oui. bar, voilà, j'ai une petite niche comme ça parce que j'ai fait un dossier, ça a fonctionné, donc les gens viennent me voir par le Recommandation. bouche à oreille, exactement. Et finalement, j'adore ça, avoir cette diversité dans les dossiers que je traite, dans les gens aussi que je rencontre. Donc finalement, j'ai peut-être bien fait de ne pas écouter les conseils qu'on me donnait. Parce qu'aujourd'hui, au moins, enfin, vraiment, je ne m'ennuie jamais et j'adore ce métier et pouvoir aussi rendre service aux gens dans tous les accidents de la vie qu'ils vont rencontrer. C'est-à-dire que j'aime bien accompagner mes clients finalement du début à la fin et dans tous les aléas qu'ils peuvent rencontrer. C'est-à-dire que je vais les divorcer, mais quand ils vont aussi avoir un problème de servitude, ils vont faire appel à moi parce que généralement, ça s'est plutôt bien passé. Et c'est comme ça aussi qu'ils vont m'envoyer leurs amis et puis les amis de leurs amis. Et c'est comme ça qu'on développe un cabinet. Voilà. Ah, mais très intéressant. Je suis sûr que nous allons revenir sur des points tout à l'heure. Mais là, quelque chose m'intrigue à l'entame. J'ai cru comprendre que donc, tu as fait la fiscalité, le droit Ouais. fiscal. Ouais. Pourquoi tu n'es pas allé vers le droit des affaires? Qu'est-ce qui t'a dégoûté dans ce domaine après toi qui as fait donc des stages dans ce sens? Mais par exemple, quand j'ai fait donc mes stages à Paris, je me suis rendu compte que j'avais jamais aussi peu profité de Paris que pendant mes stages. Je m'étais fait la réflexion, j'ai pas vu la Tour Eiffel de mon stage parce que je faisais vraiment mes métro, boulot, dodo. J'avais pas du tout profité de la vie non plus culturelle de Paris. Et une chose me manquait, le bassin d'Arcachon que j'affectionne parce que j'ai grandi au Cap Ferret, donc j'ai effectivement voilà, un goût particulier pour ce bassin. Et je me suis dit, en fait, je ne suis pas faite pour cette vie. Donc je suis revenue à Bordeaux pour trouver une collaboration, enfin d'abord un stage final. J'avais pas de réseau dans ce milieu parce que personne dans ma famille n'a exercé le métier d'avocat. Et c'est difficile quand on n'a pas quelqu'un dans son entourage qui fait déjà ça de se faire sa place. Et en fait, j'ai eu un concours de circonstances assez exceptionnel, mais je pense que la vie, c'est aussi des rencontres et des concours de circonstances qui font d'ailleurs que la vie est assez exceptionnelle. C'est que j'ai toujours fait des saisons, l'été. Et je vendais des huîtres au Cap Ferret. Et j'avais un de mes clients, Francis Barrière, qui était donc un avocat sur la fin de sa carrière, que j'ai rencontré à la cour d'appel où j'allais pour assister, pour observer en Pour fait observer. des plaidoiries, observer des procès. Intéressant. Et je le croise, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là, ma petite vendeuse d'huîtres? Je lui dis, en fait, je vends des huîtres l'été, mais le reste du temps, je fais des études de Droit. droit. Il me dit, ah bon, mais vous êtes à quelle année? Je dis, je suis à l'école d'avocat et je cherche un stage justement final. Il me dit, ah, mais je vais en parler à mes associés. Et en fait, c'est un gros cabinet qu'il avait, c'était le cabinet à l'époque, donc Barrière, Leidecker, Saint-Marcilly. Ok. Et il se trouve que j'avais des amis qui avaient postulé là-bas, qui n'avaient pas été prises parce qu'ils ne cherchaient pas au moment où mes amis avaient cherché. Francis Barrière leur en a parlé.
Il se trouve qu'à ce moment-là, à l'instant T, ils avaient un besoin. Donc, ils m'ont reçu. Ça a fonctionné. Et je suis restée 6 ans dans ce cabinet. Voilà. Ok, Qui m'a énormément formée et où je n'ai pas du tout fait de droit des affaires. Et j'ai fait plutôt un contentieux assez généraliste. En fait, on faisait pas mal de dossiers dans la construction et de responsabilité professionnelle, des d'accord. avocats et des notaires. Donc, c'était hyper intéressant comme contentieux. Et surtout, le cabinet, voilà, Barrière Lédecker et Kem Barrière, puisqu'il y avait aussi l'épouse de Francis Barrière qui était au cabinet quand je suis arrivée. Et Gilles Saint-Marcelli, qui s'est associé après, est un cabinet qui compte sur Bordeaux et qui est une très très bonne école. Voilà. Ok, d'accord. Donc c'est de là que vraiment l'intérêt Ouais, pour ouais, cette spécialité du droit de la famille est tout à venu. fait, tout à fait, Ok, tout à fait. Parce que j'ai eu des désignations d'office, parce qu'en fait, quand on commence le métier d'avocat, généralement, on commence comme collaborateur donc dans un cabinet qui va devenir notre client principal, qui va nous donner une rétrocession d'honoraires et qui va nous offrir les moyens de commencer une vie active avec un bureau et on n'a pas donc de charges, en tout cas de fonctionnement à payer. Et on a pour nous aider des désignations d'office par le bâtonnier. Et j'ai eu des dossiers en droit de la famille. Alors au début, j'avoue, j'aimais pas ça. Je me disais, mais comment est-ce que des gens qui se sont autant aimés peuvent en arriver à se détester à ce point? Je me souviens que ça m'avait peiné, le premier dossier de divorce que j'avais fait. Et je m'étais dit, mais c'est trop dommage, un divorce peut aussi bien se passer. Et ça peut être aussi une manière de rebondir et de tourner la page et d'avoir une vie finalement plus épanouissante. Et donc j'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois. Et puis petit à petit, on travaille essentiellement sur recommandation. C'est comme ça que j'ai développé ce domaine d'activité. oh, mais intéressant. On va y revenir encore tout à l'heure. Donc, de par ce petit entretien de démarrage, je remarque, et par te connaissant également un peu, tu es une personne chaleureuse. Euh, C'est gentil. Chaleureuse. Donc, je suppose que c'est vraiment ce lien donc, qui également te définit et te caractérise, qui fait que le domaine de la famille, tu t'es vite retrouvé là-dedans. Oui, je pense, et alors ça fait écho avec ce qu'on me disait quand j'étais petite, tu vois. Parce qu'au début, je voulais pas être avocate, mais je voulais être styliste de mode. J'adorais la couture, j'adorais dessiner. Là, toujours, si j'ai un petit moment à rien faire, ce qui arrive malheureusement de plus en plus rarement, mais que j'ai un stylo et un papier, je vais dessiner des silhouettes, donc c'est resté. Mais j'ai mon père qui me disait, mais toi, t'as un don, t'as une faculté, les gens se confient à toi parce que tu les écoutes et ils te racontent des choses. Et c'est vrai que, et c'est d'ailleurs ce que je préfère dans mon métier, c'est le premier rendez-vous. C'est le moment fort que je préfère, où on prend le temps justement de faire connaissance avec la personne qui vient nous voir et on essaye de, tout en l'écoutant et en instaurant un lien de confiance, de comprendre comment on va pouvoir l'aider et aborder les problématiques. Parce que ce qu'il faut savoir quand même quand on est avocat, c'est que les gens viennent nous voir avec un problème. Donc à nous d'essayer de leur apporter en tout cas une solution. Voilà. Mais effectivement, faire du lien, c'est ça, je pense que c'est quelque chose que j'adore dans mon métier. Et peut-être que je n'avais pas assez en droit des affaires. OK. Et comment tu t'es rendu compte justement de ces traits de caractère ou de, de ces traits en toi qui te définissent et aujourd'hui tu en as fait donc une force dans ta profession. Comment tu l'as détecté ça par exemple? Ça, je pense que ça vient avec le temps. C'est-à-dire que là, je te dis qu'effectivement, mon père m'avait dit ça quand j'étais petite, mais j'étais passée à autre chose. Ça n'a pas déterminé, en tout cas, mes études, dans lesquelles on y reviendra peut-être, mais Oui. j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai pas du tout aimé les études de droit. Et ce que j'ai aimé, en revanche, c'est justement l'entrée dans la vie active et surtout avoir mon cabinet. Parce qu'en fait, en étant collaboratrice, je me suis formée, j'ai vu plein de choses, mais j'étais pas complètement épanouie dans mon exercice professionnel. L'épanouissement est vraiment arrivé lorsque j'ai créé mon cabinet, donc en 2014,
où j'ai arrêté donc la collaboration et je me suis installée vraiment à mon compte. Et d'abord toute seule, et puis petit à petit en recrutant une collaboratrice, et puis ensuite une seconde, et puis ensuite une troisième, et puis ensuite en associant deux de mes collaboratrices exceptionnelles et en développant le cabinet, parce que je suis persuadée aussi que tout seul, on ne fait pas grand-chose et que c'est en équipe qu'on fait plus de belles choses. Voilà. Ah oui. Et comment tes amis donc de la fac ou même à l'école primaire, rentrant dans tes souvenirs, comment ils ou elles te qualifiaient en fait en tant que... Alors, je pense que j'étais quand même assez expansive. Je me suis toujours investie depuis toute petite, ça c'est une évidence, c'est un trait de caractère, je pense, qui explique aussi pourquoi je me suis présentée donc au Vice Batona. Mais j'étais déléguée de classe, par exemple, quand j'étais au collège. Ensuite, quand je suis arrivée à la fac, même si j'aimais pas les études, j'étais quand même présidente de l'association des étudiants. Ensuite, quand je suis arrivée à l'école d'avocat, j'étais présidente de ma promotion. C'est moi qui organisais toujours. En fait, j'étais assez fédératrice. Voilà, je Ok, pense que c'est le terme qui me oui, bien définit le sûr. mieux. J'essaie toujours d'organiser des événements pour Créer du lien. donner du sens, mais c'est complètement, je pense, ce qui me définit. Tu vois, même au cabinet Leidecker, Barrière Leidecker Saint-Marcel dont je te parlais, Oui, c'est moi qui ai organisé les déjeuners, par exemple, avec les secrétaires, avec les collaboratrices, et on a gardé cette tradition, même quand j'ai plus été au cabinet, parce qu'on était à côté des allées de Tourny, donc on faisait les épicuriels, on faisait le marché de Noël, mais et là encore, on organise notre repas de promo. Tu vois, oui, l'école d'avocat, on fait nos 18 ans, c'est possible. 17. Donc voilà, il y a toujours ce côté, je pense, de oui, caractère qui ressort et finalement que j'arrive à exploiter oui. dans le cadre professionnel. Et c'est pour ça, je pense que je suis aussi heureuse le matin de me lever. Voilà. Effectivement, effectivement. Alors, donc tu disais tout à l'heure que donc quand tu étais plus jeune, c'était plus le métier de la mode, tu étais Oui. plus, c'est ce qui te plaisait. Et donc, à quel moment ce regard vers la justice, à quel moment tu t'es dit, ben tiens, plutôt que d'aller vers la mode, il faudrait que j'aille plutôt au droit et quel regard tu avais de la justice en son temps? Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai fait une journée porte ouverte dans une école de mode. À quelle classe déjà? Donc, c'était après le bac, tu Ok, sais, tu peux faire des journées portes ouvertes oui, pour justement t'aider découvrir, à oui, déterminer le parcours que tu veux faire. Et je me suis pas du tout retrouvée. Tu vois, j'avais discuté un peu avec les professeurs, avec les étudiants en stylisme et modélisme. Et je me suis pas sentie à ma place. Voilà. Donc, je l'ai assez vite finalement mis de côté. Et j'avais ma meilleure amie qui voulait faire fac de droit. ok. Donc, bêtement, ou pas d'ailleurs, Ou pas, oui, bien sûr. je l'ai suivie. C'était Aurélie Breton. Je m'en souviens comme c'était hier. Aurélie Breton qui, au bout de 3 mois de fac de droit, est partie, a abandonné. Et moi, je suis restée. Et je crois que j'ai bien fait. Mais voilà, comme quoi la vie, ça tient à pas grand-chose. Après, j'avais quand même un certain intérêt pour le droit, évidemment, pour la justice et surtout un certain écœurement pour l'injustice. C'est plus Ok, ça, tu ok, vois. Donc, j'ai toujours été voilà, envers et contre tout abus de pouvoir ou de justice. Ce qui fait que, quelque part, le droit me plaisait aussi pour ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la magistrature m'a jamais tentée. C'était vraiment dans les métiers du droit, le métier d'avocat qui me plaisait parce que c'était l'idée de défendre aussi une cause et de ok, défendre une personne qui avait besoin. ok. Voilà. Victime Euh, d'injustice, donc le défendre. Exactement. C'est cette idée de défense, mais pas forcément au sens de la veuve et l'orphelin Oui, ou au sens du violeur qui a besoin d'être défendu. C'est vraiment au sens noble et large du terme, c'est-à-dire que, comme je te l'ai dit,
injusticiable, un client qui vient nous voir au cabinet, il a de base un problème. Et il n'est pas forcément en état, déjà il n'est pas en état de le régler tout seul parce qu'il n'a pas fait les études qu'il fallait, parce qu'il n'a pas le diplôme Tout d'avocat, à fait. et puis il est dans son problème, donc il manque aussi Le de recul, recul. tu vois. Et moi c'est ce que j'aime, c'est apporter en fait un peu la hauteur et le recul pour l'aider à régler ce problème. Oui, Voilà. oui. Et donc, pendant ce temps, ton regard de la justice, c'était comment tu voyais la justice comme, comme tu le vois aujourd'hui? Comment tu décrivais la justice en son temps? C'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, c'est ça? Oui, Finalement, elle n'a pas beaucoup bougé hein, ok, depuis 20 ans. Elle s'est un peu modernisée quand même, parce que moi, quand j'ai commencé, on avait moins cette instantanéité de l'information et de la communication. C'est-à-dire qu'on avait moins une centaine de mails à gérer par jour, on avait encore les fax, on n'avait pas les logiciels encore à l'époque comme maintenant où on oui, pouvait se connecter à distance. tout à fait. Donc maintenant, je trouve que on a les avantages et les inconvénients d'ailleurs de cette modernisation et de cette numérisation du droit. Rapide. Enfin, je trouve que la grosse problématique, c'est le manque de moyens de la justice qui était déjà là il y a 20 ans et qui ne fait que finalement s'aggraver avec le temps. S'aggraver en termes de délai, en termes comment dire, de process, de formalités. Ça devient finalement de plus en plus compliqué, je trouve, pour nous, les avocats, de s'adapter, de se mettre à jour. Euh, on a eu le RPVA, je ne veux pas faire trop de technique, Oui, hein, mais qui est arrivé et qui a perdu pas mal de confrères. Hein. Il y a des confrères plus âgés qui n'ont pas été sensibilisés comme nous à l'informatique, aux ordinateurs, à Internet, qui ont complètement lâché finalement leur activité parce qu'ils ont été dépassés par les progrès oui. justement de la justice. Voilà. Et c'est quoi le RPVA? Le RPVA, c'est une plateforme sécurisée qui nous permet de communiquer avec les juridictions Ok. et de transmettre notamment Ah oui, nos conclusions, oui. nos courriers, nos actes finalement de procédure. Donc ça permet finalement plus de numérisation de celle-ci, même si parfois c'est très compliqué, c'est pas assez intuitif si tu veux. Voilà, il Ok. faudrait que ça fonctionne comme Instagram par exemple, mais Oui. c'est pas le cas. Ok, 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 je comprends mieux. Voilà. Je comprends mieux. En tout cas, je suis toujours, j'essaie de rester fidèle au protocole en fait que j'ai établi pour Bien le sûr. questionnaire. Quelle enfance as-tu eue? Écoute, une enfance heureuse, mais bercée par le travail. Ok, J'ai eu des parents qui ont beaucoup, beaucoup travaillé, qui travaillent d'ailleurs toujours beaucoup à l'heure actuelle. Qu'on a, j'ai une sœur un peu plus jeune qui a 18 mois de moins que moi. On les a pas beaucoup vus, on avait beaucoup de babysitters, on partait pas beaucoup en vacances avec eux et ils avaient bon, voilà, beaucoup, beaucoup de travail. Mais ce qui fait que ça nous a, je pense, aussi forgé en tout cas un goût pour ce travail justement, que rien n'est jamais acquis. Et c'est pour ça qu'on a toujours travaillé assez tôt. Je te dis, enfin, moi l'autonomie et j'ai fait du l'indépendance. babysitting, je pense que j'avais 13 ans, je faisais déjà plein de babysitting. J'ai fait des saisons relativement tôt. Donc, je pense que j'ai fait pas mal de métiers. Euh, donc j'ai été ostréicultrice, Oui, j'ai été vendeuse de vêtements, j'ai été serveuse, j'ai été banquière, j'ai été sur les marchés. Donc carrément. ça m'a appris aussi à avoir aussi plein de gens différents, de Oui, niveaux sociaux différents, à m'adapter aussi à ça. J'ai eu deux grands-mères qui m'ont beaucoup élevée puisque mes parents d'accord. travaillaient beaucoup. Deux grands-mères hyper actives qui ont elles-mêmes travaillé, ce qui était rare à leur époque, parce qu'elles ont connu la Oui, guerre, bien sûr.
voilà, connu plein de choses, élevé des enfants, en tout cas pour une seule. Et je pense qu'elles m'ont apporté énormément de choses et j'ai la chance, elles sont toujours près de moi. Oh, mais bravo. Elles s'occupent d'ailleurs de mes enfants beaucoup, puisque mes parents ne s'en occupent pas trop à cause de leurs obligations professionnelles. Donc, je pense que c'est aussi cette diversité d'éducation, d'angle de vue qui a permis aussi cette ouverture peut-être professionnelle en tout cas. Oui, Voilà. oui, oui. Donc, il y avait en quelque sorte aussi une stabilité sur le plan de l'accompagnement Ouais, vers le métier, ouais. en fait, vers vos choix, si je peux le dire ainsi. Oui, bah, c'est sûr que après, en fait, mon père aurait voulu faire des études de droit, a essayé à l'époque et avait échoué. Donc je pense qu'il avait aussi un peu d'échec, de complexe que, Oui. étant la fille aînée, il a voulu, on fait souvent ça, hein, réparer. Donc, il a Euh, influencé ton choix, tu veux dire? Et donc, je pense que, oui, enfin, très clairement, il m'a toujours dit, oui, il faut que tu fasses du droit, il faut que tu fasses du droit des affaires, parce que c'est ce qui gagne bien, pour être à l'abri, parce que, bah, voilà, l'objectif quand on est parent, c'est que nos enfants comment dire, au-delà de l'épanouissement personnel, qui était peut-être pas la priorité de cette génération, mais c'était bah, de pouvoir payer ses factures, pouvoir vivre dans des conditions décentes. Et donc c'était l'objectif de mon père. Euh, il a quand même été assez ouvert pour que je m'oriente vers d'autres choix si je le voulais, mais finalement, tu vois, je suis partie en droit parce que je pense que quand même son avis avait beaucoup d'importance et beaucoup d'influence sur moi, encore aujourd'hui, c'est normal. Et après, en revanche, sur les domaines d'activité, là, il n'était pas du tout raccord avec moi, mais bon, au bout d'un moment, il faut aussi couper le cordon, comme on dit. Et je l'ai senti comme ça, donc voilà. Ah oui. Et donc, quelles sont les valeurs que tu as héritées justement du cocon familial qui te, en quelque sorte, qui te conduit aujourd'hui et qui fait de toi qui tu es aujourd'hui? Je donne un exemple. Tu parlais de l'autonomie tout à Mm, l'heure. mm, De par leur absence, tu as pu développer avec ta sœur justement cette indépendance et cette mm, autonomie. Tu as beaucoup travaillé, donc cette valeur également, le travail. mm. Et quelles sont les autres valeurs dont que tu as justement hérité de tes parents et qui te servent encore aujourd'hui dans ta carrière et qui tu es? J'ai envie de dire le travail en équipe parce que, en fait, mes parents avaient repris la boîte familiale donc de mon grand-père paternel D'accord? qui a périclité parce qu'on était sur les jeux automatiques qui ont été complètement has-been avec Internet et les jeux Oui, vidéo. Et ils ont quand même gardé les salariés historiques de la boîte en leur trouvant d'autres activités, mais parce que ça leur faisait finalement trop de peine oui, d'avoir à les licencier. Et ils ont diversifié leurs activités. Finalement, ils sont dans la restauration maintenant. Et mon père fait les briefs dans les cuisines, notamment des restaurants. Et à chaque fois, il dit, en fait, on n'est rien les uns sans les autres. C'est-à-dire qu'un restaurant sans son chef cuisinier, ou sans son serveur, ou sans son chef pâtissier, ou sans celui qui va négocier les prix des fournisseurs, ben, en fait, n'existe pas. il ne fonctionne pas. Et enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment influencée. Et je suis persuadée, surtout dans le métier d'avocat, c'est un métier qui peut être très individualiste, où on peut avoir beaucoup finalement, on est assez isolé, même si on a un ordre de 2200 avocats, même 2300 à Bordeaux. Mais en plus, moi, j'ai exercé seule, donc je sais qu'on peut vraiment être très, très isolé dans ce métier. Et alors que quand on le fait à plusieurs, c'est tellement plus enrichissant intellectuellement, évidemment, parce qu'on peut échanger sur les dossiers, on peut débriefer sur un rendez-vous qui a été émotionnellement difficile, ou on a un souci sur l'application d'un texte ou sur Oui. l'application d'une jurisprudence, ben voilà, d'en parler, on se dit, ah ben oui, tiens, je ne l'aurais pas interprété comme ça, oui, c'est pas mal. Donc intellectuellement, c'est hyper intéressant.
mais aussi personnellement, humainement, c'est génial en fait de travailler à plusieurs. Oui. Donc on est, moi je vois ce métier comme une grande famille finalement. Et c'est ça qui me plaît d'ailleurs dans l'ordre des avocats. J'ai jamais fait non plus de différenciation entre les assistantes juridiques, les stagiaires, les collaboratrices, collaborateurs ou associés juniors ou seniors quand on va dans des cabinets en droit des affaires. Donc voilà, je pense que ça c'est C'est ce une que mes valeur, parents ok. m'ont appris et qui reste hyper important pour ce métier. Ouais. Ah oui, très intéressant. Alors, donc, après donc une enfance aussi chaleureuse et qui fait de toi qui tu es aujourd'hui, tu as fait des études de droit. À quel âge as-tu d'ailleurs le bac et tu es allé donc vers la profession? Alors, bac, j'ai toujours été, sans pas faire grand-chose et sans toute humilité, une assez bonne élève. Donc, j'ai eu mon bac littéraire plutôt enfin, haut la main, donc à 18 ans, Ok. sachant que je suis de fin d'année, donc j'ai eu mon bac en 2000. Fin d'année? Ouais, Décembre ou janvier? c'est vendredi mon anniversaire. Ah, joyeux anniversaire anticipé. Merci. Donc, aucun souci pour les études. Plutôt assez facile. Je ne me souviens pas avoir fait de devoirs, par exemple, à l'époque. Et c'est pour ça que quand je suis arrivée à la fac de droit, j'ai eu un choc. Ah oui? Parce que il faut apprendre tout par cœur, en réalité. Oui, Et j'avais pas la méthode. Donc j'ai redoublé ma première année de droit. d'accord. J'ai failli arrêter d'ailleurs parce que ça m'intéressait pas, parce que je trouve qu'en première année, alors je sais pas si ça a changé depuis, sans doute, mais il y a plein de matières dont on ne cerne pas de suite l'utilité pratique Et lesquels, de par la exemple? chose. Par exemple, histoire du droit. Ok, d'accord. Par exemple, je sais pas, il y avait des cours vraiment. Tu vas pas citer le droit constit, hein? Non, parce que j'adorais le prof, donc C'est- c'était Monsieur Melin, supramanien, et il était super, donc j'adorais le droit constitutionnel. Non, mais je trouve que je pense que c'est fait justement pour filtrer aussi, pour écrémer un peu, Ok, parce qu'on était des grosses promos. Et il y en a effectivement qu'on perd en cours de route, notamment ma meilleure amie qui, au bout de 3 mois, est partie. Mais en fait, moi, ça a mis du temps à rentrer cette méthode. ok. Et j'ai dû faire, et ça, j'ai pu le faire grâce à mes parents aussi, parce que j'ai conscience que la fac, c'est gratuit, mais il y a plein d'à côté qui ne le sont pas. Mais j'ai fait une prépa en deuxième année Ok. pour apprendre la méthode finalement des TD, d'apprentissage. Et ça, Oui. je pense que ça m'a sauvée parce que après, c'est bon. Une fois que j'avais compris le truc, ça a marché Ok, comme d'accord. sur des roulettes. Mais tu vois, j'ai mis du temps à rentrer dans le Dans moule. l'univers, en quelque Ouais, sorte. ouais, complètement, Ok, complètement. ok. Puis je pense que j'étais peut-être réfractaire, tu vois, je te dis ça parce que j'y réfléchis Oui, en même temps que je te parle, mais peut-être qu'il y avait une partie de moi aussi qui voulait pas rentrer oui. dans ce milieu-là, peut-être. D'ailleurs, comme je te dis, j'ai failli arrêter. Je faisais une saison à l'époque et je m'étais dit, mais en fait, je pourrais très bien bosser dans l'événementiel, je gagnerais mieux ma vie. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Oui, À oui. la fac de droit, on te dit, tu as un tiers des avocats qui gagnent moins que le Moi, SMIC. Donc tu te dis, ok, donc tout ça pour ça, enfin, franchement, c'est pas. Et en fait, il faut pas le faire pour ça. C'est un métier passion. oui. Quelque part, c'est un peu une vocation. Mais voilà, j'ai eu 2 premières années un peu compliquées. Et puis finalement, après, nickel. Mais l'école d'avocat, pareil, j'en garde pas un souvenir impérissable, quoi. Ok, Tu vois. d'accord. Voilà. Moi, c'était vraiment la vie professionnelle concrète. Les stages, j'adorais. Parce Oui, ben que, tu es dans le voilà, pratique, voilà, voilà. dans la pratique également, excuse-moi. Et je trouve que on comprend mieux aussi je trouve que les cours de procédure civile, notamment, ça reste hyper abstrait. Euh, alors que quand on le voit en pratique,
qu'on nous l'explique avec un dossier, avec des gens, avec un objet précis, bah, ça devient beaucoup plus entendable aussi. Ouais. Donc, Ouais. je trouve que voilà, les formations pourraient être plus pratiques. D'ailleurs, tu as livré tout à l'heure, bon, je ne dirais pas livrer un secret, mais tu as donné des astuces, surtout celle euh, de la prépare, Ouais, qui de la t'a prépa, permis ouais, ouais. justement de voir, de trouver la technique, la méthode Ah, mais ça, c'est sûr. pour réussir en fait Ouais, tes coups de droit. ouais. Ça, par exemple, beaucoup l'ignorent. En tout cas, moi, je l'ignorais. Mm, mm. Donc, je découvre. Non, il y a des prépas qui existent, il y a des prépas, différentes prépas, accès droit, de mémoire, qui existent sur Bordeaux ou même maintenant euh, à distance, tu Oui, sais, et qui permettent effectivement de travailler en petits groupes et d'avoir quelque part une méthode plus personnalisée oui. et plus concrète que des cours magistraux en grand Oui. amphi. Où... Moi, je me sentais perdue en fait. Dans ces amphis, ça n'avait pas d'âme. Enfin, Oui. En plus, la concurrence, j'imagine. Oui, bien sûr. je me retrouvais pas du tout là-dedans, quoi. Oui, Vraiment. À oui. chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? Ouais. Et si on a la possibilité déjà en première de faire ses prépares, Oui, tu voilà. recommandes fortement, Oui, n'est-ce je pas? recommande. Après, ça a un budget. Oui. Donc, tout le monde ne peut pas avoir accès à ces prépas. Euh, et après, je pense qu'une autre astuce que j'ai et qui m'a aidée aussi, c'est faire des groupes de travail. Ok. En fait, après, quand j'ai eu mon petit groupe, mon petit noyau dur, ben, en fait, on se retrouvait à la bibliothèque, Oui. soit de la fac, soit de Bordeaux, pour bosser sur des cours. Et en fait, ça change tout aussi. Oui. En fait, Oui. je pense que, encore une fois, c'est la solitude qui m'a pesé Oui. quand je suis arrivée dans cet amphi. Une fois qu'on a, en fait, voilà, il faut arriver à trouver son groupe pour avoir une dynamique de Oui. Oui. travail et s'aider mutuellement. Oui. Voilà. Oui. Non, mais très intéressant. Est-ce que toi, par exemple, tu as eu le manque, en tout cas, d'un mentorat, d'un accompagnement lors de ton cursus? Oui, clairement, ouais. Ok, ok. Ouais. Encore aujourd'hui, c'est très, ça s'accentue de plus en plus, surtout avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut entendre autour du droit, Mhm. du fait que de plus en plus la justice est mal comprise, en fait. Mhm. Non, mais intéressant, on va revenir là-dessus encore. Et donc, quand tu rentres dans la profession, donc je saute un peu les passages, tu as fait des études de droit, tu as eu ton CRFPA. Oui. Donc après le M2, tu as fait, ou c'était Oui, le DEA en ton temps? j'ai fait un M2 Ok, fiscalité des entreprises et après j'ai fait l'école des avocats avec l'IEJ. ok, d'accord. Et j'ai fait un stage de 6 mois, donc pendant l'IEJ, justement chez Stéphane Guittard, donc mon binôme Ok. au bâtonnat. Donc c'est il y a 20 ans. Donc Ah il m'avait oui, pris, ouais, il m'avait prise en stage à ce moment-là et il m'a permis justement de découvrir le fonctionnement de la de la justice. justice, les permanences, parce qu'il était président de l'Institut de défense pénale à l'époque. Et il m'a présenté d'autres confrères chez qui j'ai pu faire d'autres stages après. Ok, Parce qu'en fait, c'est ça, ce qui manque parfois, c'est le concret. réseau, c'est la connaissance Oui, qui va ouvrir une porte, qui va en ouvrir d'autres. Et voilà. Et effectivement, ces stages le permettent, si tant est qu'on. C'est pas facile de trouver des oui, stages. Et justement, je m'étais dit, si j'ai un jour mon cabinet, j'accepterai les stagiaires dès que je peux, parce que c'est difficile encore aujourd'hui, oui, je trouve, oui, oui. d'accéder à des cabinets quand on connaît personne. Ouais, ouais. J'ai des souvenirs d'ailleurs de ces recherches. Voilà. Et donc, Et je réponds aussi. ah Si je peux oui, pas, je réponds oui, oui, bien systématiquement. sûr. Ah ben, c'est très intéressant. De toute manière, on trouve que l'aspect vraiment humain, vraiment, c'est très affirmé, très Mm, affiché, très mm, assumé aussi mm, chez toi. mm, mm. Donc, ça n'étonne, en tout cas, ça m'étonne pas. Et quelle expérience, souvenir, en tout cas, souvenir de plaidoirie te reste en fait en mémoire là que tu peux nous conter? Écoutez, je pourrais te parler de ma première plaidoirie, parce que ça compte toujours. On ne dit C'est sûr. jamais, c'est une première fois.
Donc ma première plaidoirie, j'étais en stage final en cabinet. Et j'avais plaidé un dossier à Arcachon. Donc j'étais partie avec mon maître de stage le matin. Bon, c'était un sombre dossier de servitude absolument inintéressant. Ah oui? Mais c'était mon premier dossier à Oui. plaider, donc j'étais ravie. Et je me suis retournée dans la salle, c'était au tribunal de proximité maintenant. Et j'ai aperçu ma mère qui était venue, qui m'avait fait la surprise et qui était venue me voir pour ma Plaider. première plaidoirie. Et j'ai trouvé ça mais trop, trop, trop mignon. Donc ça m'avait marqué. Après, ce qui marque en plaidoirie, bah forcément, c'est un peu cliché, hein, mais c'est les assises. Oui. Parce que quand on plaide aux assises, on est tellement concentré dans une bulle pendant une semaine, Oui. souvent, qu'il n'y a plus rien qui existe autour. C'est beaucoup, beaucoup d'intensité, beaucoup d'adrénaline, Ah oui? parce que tout peut se passer, finalement, à un procès d'assises, puisqu'il y a une oralité des débats qui est plus plus. Voilà, les dernières assises que j'ai faites, effectivement, ça m'a beaucoup marqué. Voilà. J'adore ça. Ça prend trop de temps, c'est trop éprouvant, mais c'est une super expérience que je conseille à tous les avocats. Et donc, quelle était l'affaire? Est-ce que tu peux justement... Oui, oui, nous- bien sûr, je représentais la famille et une petite fille victime de viol et agression sexuelle pendant la sieste dans un centre aéré par un animateur. Oh là là. Voilà. Donc, c'était éprouvant parce que l'animateur avait d'abord nié les faits. Petit à petit, avait avoué quelques petits trucs. Mais souvent, dans ce genre de procès, on oppose la parole des enfants, en plus petits, Petit. tu vois, contre la parole d'un adulte qui a un casier vierge, et puis il y Oui. a pas... les preuves sont difficiles à ramener dans ce genre de dossier. Donc moi, j'attends beaucoup de ce genre justement de procès. J'attends que... Enfin, moi, mon but ultime, c'est d'essayer de faire craquer Oui. l'auteur et de l'amener à Avouer. avouer, ou en tout cas à mieux appréhender le pourquoi du comment. Et je trouve que quand on y arrive, c'est justement l'objectif Oui, quoi. exactement de ce genre de procès. Et donc, comment as-tu réussi en tant que personne? C'est vrai, tu es avocat, tu défends, mais à écarter de toi l'émotion, justement, dans un cas, dans tel procès. Parce que tu es mère, tu es Oui, bien également sûr. d'enfant, donc comment tu fais? Ça, je pense que ça vient avec l'expérience, ça vient avec le temps. Parce qu'effectivement, j'étais plus émotive. Je ramenais beaucoup plus à la maison les dossiers. Mais justement, avant d'être mère. Et je pense que quand on devient maman, justement, on a envie de profiter de ses enfants le peu de temps qu'on les voit. De les protéger aussi de ça. Donc, on ramène moins ces problèmes aussi à la maison parce que quand on est avec eux, on profite d'eux et on est dans une autre bulle. Donc, je trouve que c'est un avantage précieux finalement d'avoir une famille, un pilier Oui, sur lequel se reposer. Euh, et puis après, j'ai la chance encore une fois de pouvoir débriefer avec mon équipe. Et ça, pareil, c'est très appréciable. Ça permet de... d'avoir du recul, Exactement. avis Et contraire aussi. oui, et puis rien que d'en parler, parfois même alors c'est pas de blaguer dessus, mais de le prendre avec un peu plus de légèreté, un peu plus de hauteur, d'en discuter avec des gens qui connaissent ça, qui ont cette expérience-là. Ça permet aussi de décompresser et de le faire avec plus de, comment dire, plus de recul et plus d'objectivité. Donc, parce que si on est trop dans l'émotion, je pense qu'on ne peut pas faire correctement ce métier non plus. C'est-à-dire qu'il faut trouver un juste équilibre entre
il faut garder de l'empathie pour ses clients, pour ses dossiers. Et après, c'est très subjectif, hein. Chacun le fait comme il peut. Et chacun aussi a voilà, à son ressenti, à sa façon d'aborder les dossiers. Mais il ne faut pas que l'émotion prenne trop le dessus parce qu'en fait, un dossier, avant l'émotion, c'est quand même les faits, l'application du droit aussi. Il faut garder ça en tête parce qu'en face, on a des professionnels du droit, on a des magistrats qui vont aussi avoir ça à l'esprit parce qu'ils vont devoir motiver une décision aussi. Donc, ça dépend à quel public on s'adresse aussi. Aux assises, quand on a des jurés, on peut être un peu plus sur l'émotion ou un peu plus sur des impressions d'audience. En revanche, quand on a effectivement une cour criminelle avec des magistrats professionnels, on est quand même un peu plus sur le dossier stricto sensu. Oui, alors je voudrais bien comprendre, quand tu parles d'émotion dans ce sens, c'est dans l'exercice de la plaidoirie ou c'est de l'émotion que, en fait, la personne émotive, l'expression de l'émotion en tant que celle qui nous anime au fond de nous, en toute lucidité, ou c'est l'émotion dans la plaidoirie pour convaincre justement les jurys? Non, moi je trouve qu'il faut mettre de l'émotion dans notre exercice et dans notre façon de travailler et dans la plaidoirie. Parce que c'est ça finalement que les gens vont retenir. C'est la petite plus-value, le petit supplément d'âme au dossier. En revanche, il ne faut pas nous-mêmes se laisser envahir par l'émotion qu'on peut ressentir sur un dossier. Mais ça, après, c'est très personnel. Il y a par exemple des avocats pénalistes qui vont te dire, chez qui j'ai fait des stages, qui vont te dire, moi, aucun problème pour les stupes, aucun problème pour le vol. En revanche, je ne touche pas au viol, par exemple, tu vois. Parce que ça va réveiller ou faire écho en lui à des choses qui, pour lui, sont ses limites. Voilà. On a chacun ses propres limites. Et après, je pense qu'il faut en avoir conscience parce que c'est comme ça aussi qu'on peut faire un meilleur travail aussi. Voilà. Oui, ok, d'accord. J'en ai d'ailleurs certains de tes confrères, pour ne pas le nommer, Maître Stéphane, qui confiait donc exactement que certains clients disent de lui qu'il est froid. Et plusieurs avocats pénalistes disent que pour bien faire, en tout cas bien défendre un client, il faut écarter vraiment l'émotion. C'est vrai qu'il faut être empathique, mais qu'il faut mettre l'émotion de côté pour avoir justement le recul nécessaire sur le dossier. Ça, je te dis, c'est vraiment, c'est très personnel. Il ne faut pas que ça emporte le reste. C'est-à-dire que, par exemple, il ne faut pas se laisser déborder par les larmes, par exemple. Mais après, tu fais aussi avec tes tripes. Il y a un autre contentieux qu'on fait au cabinet et qui est plein d'émotions, c'est l'assistance éducative. On est avocat du CRIC, donc, le Centre de recherche d'information des droits des mineurs, et on intervient beaucoup en assistance éducative. Moi, j'adore ce contentieux-là parce on va être au cœur de familles en difficulté pour porter la voix des enfants, quel que soit son âge, en tout cas en deçà de 18 ans. Et on a des situations parfois qui sont hyper difficiles avec des parents maltraitants, qui sont absolument pas capables de gérer parfois ça va du nouveau-né à des ados. Moi au début quand j'ai commencé ce contentieux, j'avais qu'une envie, c'était tous les ramener à la maison. Mais non, on peut pas faire ça. Enfin, c'est pas possible. Mais c'est aussi parce que on va avoir cette envie d'aider. Cette envie de leur assurer un avenir meilleur, qu'on va pouvoir bien faire aussi ce contentieux-là. Donc voilà. Mais c'est très personnel, tu vois. J'ai une associée au cabinet qui, ça remue trop de choses en elle. Dès qu'on touche à des enfants, elle ne veut pas s'en occuper. Donc voilà, c'est vraiment très subjectif. Ça dépend de chacun. Et je pense que ça peut changer aussi en fonction de ton cycle de vie, des étapes que tu as pu avoir. Donc rien n'est jamais définitif. Et d'ailleurs, c'est ce qui est génial dans ce boulot, c'est que tu peux l'exercer de manière très différente tout au cours de ta vie. Tu peux changer de domaine, tu peux te changer de ville.
Tu peux changer de spécialité, tu peux changer de structure d'exercice. Enfin, il y a plein de facettes à explorer. Donc Ah ça, c'est oui. génial. Oui. Et justement, en parlant de la façon de gérer ou d'exercer ce métier, je remarque qu'en plus d'être une brillante avocate, tu es également une brillante chef d'entreprise parce que tu gères ton cabinet. Et donc, quelle est ta journée type? Alors, j'ai pas de journée type, c'est un peu le problème chez DAS, parce que en fait, on maîtrise pas notre agenda comme d'autres professions peuvent le maîtriser, parce que on est dépendant des convocations d'audience, des convocations d'experts, et il n'y a que les rendez-vous clients finalement qu'on peut arriver à gérer. Sauf que ça a ses limites aussi, parce que si on a des clients qui nous disent « Ah bah non, moi je peux qu'à 19h ce soir parce que je bosse », bah oui, on va lui dire « Bah ok, à 19h ce soir », parce que sinon on perd le client. Parce qu'il y a toujours un avocat à côté qui le recevra à 19h. Donc on essaie de se plier un peu à toutes ces contraintes, et c'est pour ça qu'on est nombreuses au cabinet, de manière à pouvoir tourner, faire des roulements et avoir quand même une qualité de vie à côté, pas finir trop tard, pas trop travailler le week-end, et essayer de pouvoir aller au sport si on peut, de pouvoir s'aérer la tête et avoir des moments aussi d'équipe, pas faire que travailler, parce que c'est aussi comme ça, je pense que on évite d'être trop sous pression et qu'on a une meilleure qualité de travail et que ça se ressent aussi chez le client. Au cabinet, j'allais dire. Tu me demandais quelle était ma journée type, mais Oui. en fait, soit je suis en audience le matin, soit j'arrive au cabinet. Le traitement de mail, ça prend, je pense, la moitié de mon temps. Sachant que je les traite un peu tout le temps, donc sur mon téléphone, sur mon ordinateur à la maison, sur mon ordinateur au bureau, mais en fait c'est incessant. On a tout le temps des mails. Ensuite, je vais faire des points avec chacune des avocates avec qui je travaille en binôme les dossiers pour voilà, qu'on Avancer. avance un peu. Je vais appeler les clients pour faire des points aussi avec eux. J'organise pas mal de réunions à quatre, donc dans le cadre des divorces notamment, pour préparer justement et finaliser les dossiers. Je fais pas mal de médiation sans avoir la formation ou le diplôme, mais en fait j'en fais depuis toujours. C'est ma manière d'exercer La profession. la profession. Voilà, et après, j'ai aussi l'activité ordinale qui Oui, vient se greffer à à cela. cela et qui prend pas mal de temps en ce moment, comme tu peux C'est un engagement, t'en douter. oui. Et quelles sont, en dehors justement donc, de la profession, quelles sont les causes que tu portes? Je remarque en tout cas que tes collaboratrices, en fait, ce sont des collaboratrices. Oui, alors Donc, c'est pas est-ce du à dire tout. donc tu es féministe? On peut te classer. Non, pas du tout. On a essayé même de recruter à un moment plutôt un collaborateur garçon, parce qu'on se disait que pour notre clientèle, ça pouvait être bien aussi d'avoir une sensibilité et un interlocuteur aussi masculin, parce que parfois on a des clients qui ont un peu de pudeur au début, qui ont du mal à exprimer certaines choses et qui, je pense, l'exprimeraient peut-être plus facilement Oui, avec un homme. Mais pour autant, on n'a pas de candidature masculine, malheureusement. Après, la profession s'est quand même beaucoup féminisée, hein, oui, donc oui. c'est pas. Et je pense que les messieurs qui font ça, qui font le métier d'avocat, les études de droit, vont aller vers des contentieux, on va dire plus pénal, plus commercial, un peu de droit public, mais finalement, le droit de la famille, c'est quand même assez féminin, et droit des contrats généralistes, ouais, mais on n'a eu quasiment pas de candidature masculine. Oui. Donc, je reviens quand même à la question. Donc, quelles sont les causes qui te portent, en tout cas, que tu portes en tant que personne?
Bah, justement, je pense l'égalité, c'est une cause qui est hyper importante pour moi. L'égalité dans le traitement des dossiers, dans l'accès au droit. Ça rejoint, si tu veux, l'idée de ne pas supporter l'injustice. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important pour moi. J'aime pas avoir une décision que je comprends pas et que je trouve injuste. Ça te Ça me ronge? rend malade. Alors heureusement, on n'en a pas beaucoup parce qu'on gagne beaucoup de dossiers. Mais quand on en a, et ça arrive hein, malheureusement, alors heureusement, on en parle ensemble, on fait des brainstorming et on se dit oui, ok, c'est pas très bien motivé, on peut faire appel, il y a ça qu'on peut essayer d'obtenir. Mais en réalité, tu te rends compte qu'aujourd'hui, faire appel, parce qu'une décision a été parfois mal motivée, mal rédigée, pas comprise, Oui, eh bien en fait, parfois, c'est pas quelque chose qu'on va conseiller aux clients parce que ça prend trop de temps, parce que ça coûte trop cher, parce que quand on aura la décision dans 2 ans et demi, bah, la situation elle aura énormément évolué. tout Donc en à fait, fait. c'est pas opportun de faire appel. Mais aujourd'hui, c'est ça qui m'agace un peu, c'est des décisions qui parfois, j'aimerais refaire le procès et dire, mais là, il y a un souci, on ne s'est pas compris, comment on peut faire? Et je trouve que ce qui se passe à la 7e chambre, notamment, c'est la chambre de la construction. D'accord. Il y a des audiences interactives qui existent. Donc en fait, les avocats donnent les dossiers au magistrat en amont. Euh, le magistrat va faire un rapport sur le dossier et à l'audience ne va faire que poser certaines questions sur des points bien précis qui méritent justement discussion. Et je trouve que cette manière d'appréhender les dossiers devrait être généralisée absolument dans tous les domaines du droit. Parce que ça permettrait un meilleur dialogue et une meilleure compréhension de la Oui. justice. Plutôt que d'avoir une audience, soit on plaide pas, soit on plaide, mais personne ne s'en souvient parce que la décision est rendue 2 mois après. Et finalement, la plus-value de l'avocat, elle est assez limitée. Ah oui. J'ai découvert un cas, une affaire insolite en venant d'ailleurs lors de la préparation de cette émission. Une dame qui a demandé divorce à son mari, en fait qui demande divorce sous prétexte que elle a demandé à ChatGPT si son mari en fait la trompait et ChatGPT a répondu oui au Mhm. regard de certains faits que la dame lui a présentés. Alors que penses-tu justement de cet impact et de ces effets de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les foyers et dans la vie, toi qui, donc, une réparatrice, si je peux, Mm. une réparatrice des liens, voilà. Nous, l'intelligence artificielle, effectivement, on a des gens qui vont nous dire oui, mais je me suis renseigné, ChatGPT m'a dit que, notamment pour calculer les prestations compensatoires, par exemple. Oui, Donc, avec des méthodes de calcul enfin, qui ne sont pas du tout les méthodes de calcul retenues par les professionnels du droit. Donc, autant te dire que c'est catastrophique. Mais bon, après, nous, on a un travail après d'explication qui fait qu'on va démonter ce que l'intelligence artificielle aurait pu donner comme fausse information. Mais après, c'est plus insidieux, c'est-à-dire que on a une cliente qui a, par exemple, transmis des messages à ChatGPT, donc de son ex-conjoint, et qui dit bah tiens, ChatGPT, qu'est-ce que tu penses de ces messages? Et ChatGPT va faire un long résumé en disant ah bah c'est un pervers narcissique, c'est certain, vu le ton employé dans les messages. Et donc la cliente elle est remontée comme une pendule. Non, enfin moi cette utilisation de l'intelligence artificielle là par les justiciables, et parce que de base, ça revient un peu à ce que j'ai dit au début, de base les gens manquent de recul. Ils sont dans leurs problématiques et ils vont prendre un peu tous les conseils possibles, inimaginables, ce qu'on peut trouver, mais comme les médecins oui, qui vont trouver, enfin voilà, les patients qui ont une maladie vont aller sur un forum et vont se dire voilà, là ça y est, j'ai un cancer alors que il ça ne faut, remplace pas une effectivement, consultation oui, médicale.
Donc moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux clients, c'est que bon, ChatGPT, ça peut être très bien pour certaines choses et je ne dis pas qu'il faut pas, qu'il faut boycotter l'intelligence artificielle, certainement pas. En revanche, ça ne remplacera jamais l'expertise d'un avocat et l'humanité aussi d'un avocat en droit de la famille. Parce que les gens qui viennent nous voir, la plupart du temps, on va faire 30% de droit et 70% d'écoute, Oui, de conseils, de soutien oui, psychologique. présence, oui. Et c'est ça, c'est la raison, je pense, aussi essentielle pour laquelle ils viennent nous voir. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on est recommandé, c'est que ce temps-là, qu'on ne peut pas forcément facturer autant que la rédaction de conclusion, on va le prendre et on va appeler les gens, on va leur assurer un service qui, à mon sens, est aussi important, voire plus important, parfois que l'expertise juridique qu'on peut leur amener. Oui, Parce qu'ils sont en souffrance oui. et qu'ils ont besoin de nous pour les remonter, pour les Les aider à mieux. rassurer. Moi, je leur dis, la plupart du temps, les gens en rendez-vous, ils pleurent, hein. Enfin, Oui, les cas hommes, que tu traites, femmes. oui. Mais oui, parce que Le patrimoine ils qui sont, tombe. ils sont à comment dire, à un tournant de leur vie. Donc, même s'ils ont décidé et parfois qu'ils sont d'un commun accord pour divorcer, bah, c'est toujours difficile. Quelque part, c'est la reconnaissance d'un échec et d'apprendre à la peur aussi d'avoir une nouvelle vie, de rebondir, de l'expliquer aussi aux enfants, de faire de la peine aux enfants, de culpabiliser. Il y a tout un tas de choses, d'émotions qu'on voit dans le cabinet. Et moi, j'essaie de leur dire, mais c'est un peu trop tôt pour l'instant, vous ne le Prenez du savez temps. pas, mais vous allez aller mieux. Et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, vous n'étiez pas si heureux avant et que le bonheur, vous l'aurez après. Mais ce travail, on va le faire ensemble et aussi avec des professionnels, hein. Moi, je leur dis, je les conseille hein, de se faire aider parfois par Les un thérapeutes. psychiatre, un psychologue, ou de faire des activités aussi. Mais parfois, on a des femmes qui ont tout arrêté, tout abandonné dans leur vie de couple. Et donc, juste reprendre une activité pour elles. Ça peut être un cours de danse, Oui, ça peut être un club de lecture. Enfin, comme ça paraît hyper superficiel, mais en réalité, c'est ça qui va changer leur vie. C'est ça qui va leur redonner l'impulsion et d'une l'espoir nouvelle vie. de se raccrocher effectivement et de se dire, bah oui. Et puis après, le temps fait son œuvre, toujours. Et ça, je leur dis, hein, et c'est super de les voir au bout de plusieurs mois, plus du tout besoin de Kleenex, qui sont prêts voilà, à refaire leur vie. C'est génial. Et ça, c'est aussi ce que j'aime dans ce métier. C'est le avant et le après. Voilà. Oui. Nous tendons vers la fin justement de cette production, mais il me tarde de te poser encore deux questions. Premièrement, qu'est-ce que finalement donc la justice pour toi au regard de ta spécialité et de la lucidité que tu as dans ton exercice et en tant que personne, comment tu définirais aujourd'hui la justice? Alors, moi, si tu veux, donc en droit de la famille, finalement, la justice, j'y ai très peu recours, puisque euh, on fait un contrat de divorce à plusieurs mains, mais c'est les époux qui vont décider de leur divorce. Et nous, chaque avocat de l'autre époux, on va les accompagner et les aider finalement à se démarier. Donc on arrive à faire à côté de la justice. Et c'est pas plus mal parce qu'aujourd'hui, si tu veux divorcer en faisant appel à la justice, tu en as pour 2 ans de procédure, voire plus dans certaines juridictions. Donc heureusement qu'on a quelque part des systèmes un peu parallèles à cette justice qui dysfonctionne un peu, à mon sens, et qui a vraiment des progrès à faire, mais si toutefois elle était dotée des moyens suffisants. Et là, c'est malheureusement un grand programme que je ne maîtrise pas. Mais s'il faut, donc là, je remarque que tu me parles de la justice en tant qu'institution. Mm. Et s'il faut prendre le concept même de Oui. justice,
et le rallier justement à ce domaine de spécialité, je peux donc comprendre que c'est plus un apaisement, Ouais, euh, un équilibre. un équilibre, ok, Ouais, un juste équilibre. au fond de soi, peut-être. Ouais. Peut-être qu'en étant en couple, il n'avait pas saisi cet équilibre-là, donc il recherche à la recherche de cet équilibre, vient à se séparer Exactement. de... En fait, l'idée, mais dans tout arrangement, toute transaction, ça va, enfin, ça correspond au droit de la famille, ça correspond aussi au droit commercial que je fais beaucoup Oui. aussi. Il faut que les parties se disent à un moment donné, ben voilà, on a trouvé un juste accord, un juste équilibre, personne n'est lésé, tout le monde est un peu gagnant, voilà. Et ce qui parfois, avec une décision de justice, n'est pas satisfaisant parce que les deux parties vont avoir l'impression d'être lésées. Tu vois, moi j'ai aussi eu ce sentiment depuis que je fais ce métier, c'est que finalement une décision de justice, même si tu as gagné, même si tu as rempli ta part de contrat, et ben finalement le client il n'est pas si content que ça. Il n'a pas parce que bah, ça a pris du temps, parce que ça lui a pris de l'argent, parce que il est sorti des choses pendant le procès qu'il aurait préféré peut-être garder Garder. pour lui. Donc, moi, je suis persuadée que ces arrangements, ces transactions, ces négociations permettent parfois un meilleur équilibre qu'une décision de justice à proprement parler. Très intéressant. Et pour finir, quand on devient avocat et qu'on l'exerce, c'est fini, on a réussi sa vie, la vie a... on a réussi sa vie ou il y a encore des défis, il y a des doutes, il y a des moments encore... Bon, ben, tu sais, Francis Barrière, ça permet de boucler la boucle. Oui, Donc, mon maître de stage qui m'avait recruté, en fait, il partait à la retraite, donc il avait 62 ans, il partait à la retraite au moment où il me recrute et il me dit, vous savez Marie, ce métier il est fabuleux parce que chaque jour on apprend encore quelque chose. Moi, à 62 ans, je continue d'apprendre des choses chaque jour. Et il avait complètement raison. Déjà, les textes changent systématiquement. On a des nouveaux décrets tout le temps, on a des nouvelles lois tout le temps, on a des codes qui sont... qui renouvelle... En fait, oui, bien sûr. Voilà, on a des jurisprudences aussi qui évoluent et ça c'est génial parce que c'est grâce aux avocats, hein, on les Oui. fait aussi bouger. Et comme je te dis, comme on a un métier qu'on peut exercer de plein de façons différentes, je trouve que ça se renouvelle toujours et donc nous on a toujours de nouveaux enjeux, de nouveaux challenges et c'est ça qui est super d'ailleurs. Ok. Marie, nous venons donc à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que tu as à dire donc à notre audience face caméra? Quel mot tu as pour tous ces jeunes et toutes ces personnes qui vont t'écouter, qui vont écouter la vice-bâtonnière élue du barreau de Bordeaux dans les tout prochains jours? Eh bien, je vous dirais que le métier d'avocat est un des plus beaux métiers du monde. Mais il faut le faire effectivement si on a envie d'aider les gens et qu'on a conscience aussi des contraintes inhérentes à ce métier. Et c'est pour ça qu'il faut faire des stages. Il faut aller en dehors des bancs de la fac pour voir comment ça se passe concrètement. Aller au tribunal aussi, parce qu'il y a plein d'audiences qui sont publiques et qui permettent d'avoir finalement un aperçu du fonctionnement. Si vous cherchez des stages, n'hésitez pas à passer par le cabinet. Si moi je ne peux pas vous accueillir parce que bon, les locaux sont ce qu'ils sont, mais on essaiera de vous trouver d'autres cabinets. Mais voilà, c'est vraiment important de voir à quoi ça ressemble parce que c'est beaucoup de sacrifices quand même. C'est des études qui sont longues, qui peuvent avoir un coût parce qu'il faut se loger, parce qu'il faut faire des prépas, parce que donc il faut voir vraiment à quoi ça, voilà, dans quoi vous mettez quelque part un pied, mais une fois qu'on est sûr de soi et qu'on a épousé cette profession, c'est effectivement un des plus beaux métiers du monde. Voilà. Merci Marie, merci pour qui tu es. Merci pour cette chaleur que tu partages avec nous et surtout bon bâtonnat à toi. Merci beaucoup, Judas. Merci. Merci.